Un milliardaire maléfique jette la domestique noire dans une piscine infestée de piranhas lors de sa fête. Les invités filment sa mort pour se divertir. Le monde avait déjà été témoin de cruauté, mais jamais en direct, champagne à la main. Une femme poussée dans une eau agitée, remplie de prédateurs aux dents de rasoir, tandis qu'un manoir rempli de l'élite riche riait et enregistrait ses derniers instants. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. La vidéo est devenue virale. Son nom est devenu un cri de ralliement et des millions de personnes ont regardé les roses s'inverser de la manière la plus brutale imaginable. Avant de replonger, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. Maintenant, continuons. Le corps de Céleste a frappé l'eau avec un bruit qui ressemblait à une porte se refermant sur son ancienne vie. Le choc froid lui a coupé le souffle. Le poids de son uniforme trempé l'a tiré vers le bas, l'entraînant plus profondément dans l'eau bleue agitée. Elle a ouvert les yeux sous l'eau et les a vus, au moins 30 piranhas, leur corps argenté scintillant à travers la lumière artificielle, leurs yeux noirs et plats, leur bouche s'ouvrant et se fermant, révélant des dents triangulaires conçues pour arracher la chair de l'os en quelques secondes. Au-dessus de la surface, la voix d'Isaac a retenti, étouffée mais triomphante. Quelqu'un chronomètre combien de temps elle tient. Je parie moins d'1 minute. Rire, cris, le son des téléphones qui enregistrent. L'élite riche de la ville regardait une femme se noyer, amusée par sa terreur, pariant sur sa mort comme s'il s'agissait d'un événement sportif. Les piranhas se sont rapprochés. Les poumons de Céleste brûlaient, réclamant de l'air qu'elle ne pouvait pas leur donner. Ses muscles criaient. Chaque instinct lui disait de se débattre, de se battre, de nager vers la surface, mais elle s'est forcée à rester absolument immobile, laissant son corps couler lentement vers le fond de la piscine. Elle avait écrit une thèse de 30 pages sur le comportement alimentaire des piranhas. Elle savait qu'ils attaquaient les mouvements erratiques. Elle savait qu'ils étaient attirés par les éclaboussures, le sang, la panique. Alors elle ne leur a rien donné de tout cela. Les piranhas ont tourné, curieux mais prudents, leurs dents de rasoir scintillantes dans les lumières sous-marines. Sur le bord de la piscine, les invités criaient. Certains applaudissaient. Isaac se penchait au-dessus du bord, le visage déformé par l'anticipation, attendant que l'eau devienne rouge. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Céleste s'était préparé à ce moment toute sa vie. 30 minutes plus tôt, le domaine Warren était un tableau de richesse obscène et de cruauté désinvolte. Le soleil flamboyait sur la propriété comme un projecteur sur le péché, projetant une lumière dorée sur des pelouses manucurées qui s'étendaient sur des hectares, au-delà de fontaines de marbre importées d'Italie, à travers des jardins où l'entretien des roses coûtait plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Le manoir lui-même s'élevait sur 3 étages, tout en verre et en pierre blanche, chaque angle conçu pour rappeler aux visiteurs qu'Isaac Warren possédait plus que des bâtiments. Il possédait le pouvoir lui-même. La fête battait son plein à 19 heures. 200 invités déambulaient sur les terrasses et au bord de la piscine, sirotant du champagne coûtant 1 000 $ la bouteille, grignotant du caviar servi par un personnel à qui il avait été demandé de rester invisible. Un quatuor à cordes jouait près de la roseraie. Des serveurs en veste blanche impeccable glissaient à travers la foule comme des fantômes, leurs plateaux perpétuellement garnis, leurs visages perpétuellement neutres. Au centre de tout cela, comme un cœur battant de cruauté, se trouvait la piscine de taille olympique, avec une eau cristalline. Mais ce n'était pas sa taille qui faisait que les invités s'arrêtaient et la regardaient. C'étaient les parois de verre installées sur 3 côtés, d'épais panneaux transparents qui transformaient la piscine en aquarium. Et à l'intérieur de cet aquarium, visible de tous, des dizaines de piranhas nageaient en motifs incessants. Ma pièce de conversation, disait Isaac aux invités, ce sourire aigu s'étendant sur son visage bronzé.
Piranha sa ventre rouge, Pygocentric Natereri, si vous voulez être technique. Cela m'a coûté 200 000 pour les importer légalement, plus 1 million supplémentaire pour le système de filtration et l'installation du verre. Mais on ne peut pas mettre de prix sur l'unicité, n'est-ce pas? Ce qu'il ne mentionnait pas, c'était le nombre de violations des règles de santé et de sécurité pour lesquelles il avait soudoyé des fonctionnaires pour qu'ils ferment les yeux. Le nombre de préoccupations des organisateurs de fêtes qu'il avait ignorées. Le nombre de fois où son personnel l'avait supplié de vider la piscine avant que quelqu'un ne se blesse. Isaac Warren ne se souciait pas de la sécurité. Il se souciait du pouvoir, de montrer à tous ceux qui venaient dans son domaine qu'il pouvait tout posséder, même le danger, même la mort. Il se tenait maintenant au bord de la piscine, vêtu d'un costume de lin blanc qui coûtait probablement plus que ce que Céleste gagnait en 6 mois. À 47 ans, Isaac ressemblait à la richesse personnifiée, peau parfaitement bronzée, argent aux tempes, une montre chère attrapant la lumière à chaque geste. Il possédait la moitié des propriétés riveraines de la ville, 3 chaînes d'hôtels de luxe et suffisamment de politiciens pour que les lois se plient autour de lui comme l'eau autour de la pierre. Il avait également une réputation de cruauté dont tout le monde chuchotait, mais que personne ne contestait. Celeste Moore traversait la foule avec une invisibilité maîtrisée, son uniforme noir parfaitement repassé, ses cheveux tirés en arrière, son visage un masque soigné de neutralité professionnelle. À 34 ans, elle avait appris à disparaître à la vue de tous, à servir les riches sans attirer leur attention, à survivre dans des espaces qui lui faisaient comprendre qu'elle n'appartenait pas là. Elle portait un plateau de verres à vin, se faufilant entre des groupes d'invités qui ne prenaient pas la peine de baisser la voix lorsqu'elle approchait. Ils discutaient de portefeuilles boursiers et de résidences secondaires, se plaignaient des impôts et du personnel paresseux, riaient de deals qui mettraient des centaines de personnes au chômage. Céleste travaillait pour Isaac Warren depuis 6 mois. 6 mois d'insultes masquées en blagues. 6 mois de racisme désinvolte délivré avec des sourires. 6 mois à le regarder traiter les gens comme des objets jetables. Mais elle avait enduré cela parce qu'elle devait être ici. Parce qu'Isaac Warren avait détruit quelque chose qu'elle aimait et qu'elle avait besoin de preuves avant de pouvoir le lui faire payer. Elle avait été étudiante en biologie marine il y a des années. Une boursière à l'Université d'État, fascinée par les écosystèmes océaniques, rêvant d'une carrière à protéger les espèces en voie de disparition et à étudier le comportement des prédateurs. Elle était en train d'écrire sa thèse sur les espèces de poissons agressives lorsque sa mère a été diagnostiquée avec un cancer de stade 4. Les factures médicales les avaient enterrées. Céleste avait abandonné pour travailler 3 emplois, voyant ses rêves se dissoudre comme du sel dans l'eau. Sa mère est morte quand même. Après les funérailles, Céleste avait passé des mois à la dérive, travaillant où elle pouvait, essayant de comprendre ce qui allait suivre. Puis elle avait vu le reportage sur le sanctuaire marin, l'habitat récifal protégé au large de la côte, abritant des dizaines d'espèces en voie de disparition. Le récif qui mourait, empoisonné par des déchets toxiques qui continuaient d'apparaître malgré les protections environnementales. Les déchets qui remontaient aux industries Warren. Isaac déversait des produits chimiques industriels depuis des années, soudoyant des inspecteurs, falsifiant des rapports, tuant des milliers de poissons et de coraux pour économiser de l'argent sur l'élimination appropriée. Céleste avait passé des semaines à enquêter, rassemblant toutes les preuves qu'elle pouvait des dossiers publics. Puis elle avait fait quelque chose de fou. Elle avait postulé pour un emploi de femme de ménage. Elle avait besoin d'accéder à ses dossiers privés. Elle avait besoin de preuves qui tiendraient devant les tribunaux. Elle avait besoin de justice pour l'océan qui avait été son premier amour, le rêve qu'il avait contribué à détruire. Il y a 2 semaines, elle l'avait enfin trouvé. Tard dans la nuit, pendant qu'Isaac recevait des invités sur son yacht, Céleste avait pénétré dans son bureau à domicile et tout photographié. Les plannings de déversement, les registres de paiement aux fonctionnaires corrompus,
les emails discutant de la manière d'éviter la détection. Elle avait tout envoyé anonymement à 3 organisations environnementales, attendant le bon moment pour rendre l'information publique. Isaac l'avait découvert hier. Elle ne savait pas comment. Peut-être qu'il avait des caméras qu'elle avait manquées. Peut-être que quelqu'un avait parlé. Mais ce matin-là, il l'avait appelée dans son bureau et avait souri de son sourire aigu et avait dit « Je sais ce que vous avez fait, Céleste. Et ce soir, vous allez apprendre ce qui arrive aux gens qui oublient leur place. » Maintenant, alors qu'elle se déplaçait à travers la fête avec son plateau de vin, les mains de Céleste étaient instables, mais son cœur battait la chamade. Elle savait que quelque chose allait arriver. Elle ne savait juste pas quoi. La réponse est venue à 19h43. Elle servait des boissons près de la piscine lorsqu'un des invités d'Isaac, un promoteur immobilier en costume sur mesure, a gesticulé sauvagement en racontant une histoire. Sa main a heurté le plateau de Céleste, le faisant basculer. Un verre de vin rouge s'est renversé, éclaboussant la robe blanche de la femme à côté de lui. La femme a hurlé. La conversation s'est éteinte. Tout le monde s'est tourné pour regarder. « Oh mon Dieu !» a haleté la femme, regardant la tache qui s'étendait. « C'est du Chanel vintage. Je suis tellement désolée !» a dit Céleste immédiatement, sa voix calme malgré son cœur battant. « Laissez-moi prendre quelque chose pour nettoyer ça. Je paierai le nettoyage à sec. Vous allez payer? » La femme rit, aiguë et cruelle. « Avez-vous une idée du prix de ceci? Vous ne gagnerez probablement pas autant en un an. » Isaac est apparu à côté d'eux comme s'il avait attendu ce moment précis. Son sourire était large et terrible. « Quel semble être le problème? Votre domestique maladroite vient de ruiner ma robe, a dit la femme. Isaac a regardé Céleste et elle a vu dans ses yeux. C'était ça. C'était son moment. L'accident qu'il avait planifié. L'excuse qu'il attendait. « Je vois », a-t-il dit doucement. Puis sa voix s'est élevée, portant sur la terrasse de la piscine. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? La fête s'est tue. » 200 visages se sont tournés vers eux. L'estomac de Céleste s'est noué. « Il semble, a annoncé Isaac, que nous ayons un problème de respect dans cette maison, de compréhension de sa place. » Il a saisi le bras de Céleste, ses doigts s'enfonçant dans sa chair. « Cette femme m'a volé, m'a espionné, a pénétré dans mes dossiers privés. » Des halètements ont parcouru la foule. Céleste a ouvert la bouche pour se défendre, mais la prise d'Isaac s'est resserrée, lui coupant les mots. « Et maintenant, a-t-elle continué, la traînant vers la piscine, elle a agressé l'une de mes invitées. Alors, je pense qu'il est temps pour une leçon, une démonstration de ce qui arrive quand on oublie pour qui on travaille. » Ils étaient maintenant au bord de la piscine. Les parois de verre révélaient des piranhas nageant en dessous. Leur corps argenté se déplaçait en motif hypnotique. Les invités formaient un demi-cercle, téléphone déjà sorti, déjà en train d'enregistrer. Certains semblaient mal à l'aise. La plupart semblaient amusés. C'était pour ça qu'ils étaient venus, réalisa Céleste. Pas seulement une fête, un spectacle. La réputation de cruauté d'Isaac n'était pas un secret. C'était une caractéristique. Des gens comme vous, a dit Isaac doucement, sa voix baissant de sorte que seul Céleste peut s'entendre. Pensez que vous pouvez exposer des gens comme... Pensez que vous pouvez jouer les héros. Mais vous n'êtes pas une héroïne, Céleste. Vous n'êtes qu'une aide, et l'aide est remplaçable. Le filtre de la piscine fredonnait doucement. Les piranhas ont senti le mouvement, se rassemblant près du bord où les ombres tombaient. Céleste les a regardés, regardé l'eau qui la tuerait ou la sauverait, et quelque chose en elle est devenu très calme. Elle avait étudié ces poissons. Elle connaissait leur comportement, leurs habitudes alimentaires, leurs déclencheurs. Elle avait passé 6 mois dans cette maison, apprenant sa disposition, notant la salle des machines où se trouvaient les commandes de la piscine et mémorisant les voies d'évacuation. Et elle avait survécu à Pierre Isaac Warren. Elle avait survécu à la perte de tout. Elle avait survécu à la mort de sa mère.
Elle avait survécu à ce qu'on lui dise à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas d'importance, qu'elle devrait accepter sa place, que riposter était futile. Elle en avait marre de survivre. Il était temps de se battre. Un dernier mot? A demandé Isaac assez fort pour la foule. Céleste a tourné la tête, l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Vous allez le regretter ». Isaac a ri. Les invités ont ri. L'air nocturne s'est rempli de leur certitude que c'était un divertissement, que rien de ce qu'ils verraient n'affecterait jamais leur vie confortable. Puis Isaac a poussé, et Céleste est tombée dans l'eau remplie de dents et de morts, et de la clarté froide de l'instinct de pure survie. Le froid a enveloppé Céleste comme un poing, lui coupant l'air des poumons. Son corps voulait se débattre, se battre, nager vers la surface et haleter pour l'oxygène. Chaque instinct de survie lui criait de bouger, de s'échapper, de vivre. Mais Céleste s'est forcée à rester immobile. Elle est restée suspendue dans le silence bleu, son uniforme flottant autour d'elle comme des ailes sombres, ses cheveux flottant librement de son chignon serré. Les piranhas ont tourné à une distance d'environ 1,4 m. Leurs écailles argentées capaient les lumières sous-marines. Leurs yeux noirs et plats la regardaient avec la froide détermination de purs prédateurs. 30 d'entre eux, peut-être plus, chacun à peu près de la taille de sa main. Des corps compacts remplis de muscles et de dents. Piranhas à ventre rouge. Pygocentric naterari. Elle les avait étudiés pendant tout un semestre, fascinée par l'écart entre leur réputation et leur réalité. La réalité était que les piranhas étaient des chasseurs prudents. Ils attaquaient les proies blessées, les proies qui se débattaient, les proies qui saignaient. Ils réagissaient à la panique. Mais une cible immobile, une cible calme, les confondait, les faisait hésiter. Céleste a compté les battements de son cœur, mesurant l'oxygène qui lui restait dans les poumons. Elle avait été nageuse de compétition au lycée, avant l'université, avant que son monde ne s'effondre. Elle pouvait retenir sa respiration pendant 2 minutes si elle restait calme, peut-être 2 minutes et demie si elle avait de la chance. Elle avait peut-être 45 secondes avant que son corps ne la force à remonter à la surface. Au-dessus de l'eau, étouffée par la barrière entre leur monde, elle pouvait entendre des cris, des hurlements, le rire d'Isaac le transperçant comme un couteau. Regardez-la là-bas, figée comme un lapin pris dans les phares. Plus de rire, le son des téléphones qui enregistrent. Quelqu'un pleurait, aigu et théâtral. Une autre personne pariait sur le temps qu'elle tiendrait. Céleste les a ignorés. Elle devait se concentrer, devait se souvenir de tout ce qu'elle avait appris. Les souvenirs lui sont revenus en masse, aussi vifs et douloureux que l'hier froide. Il y a 6 ans, elle se tenait dans une salle de conférence universitaire, 28 ans, et poursuivait enfin le rêve qu'elle avait eu depuis l'enfance. La bourse avait été un miracle, une seconde chance après des années à travailler des emplois sans avenir pour aider sa mère avec les factures, la biologie marine, l'étude des écosystèmes océaniques, le comportement des prédateurs, l'équilibre délicat qui maintenait les mondes sous-marins en vie. Le professeur Chen avait fait une conférence sur les espèces de poissons agressives. Les piranhas ont une réputation, avait-il dit, en faisant défiler des diapositives montrant leurs dents de rasoir, leurs puissantes mâchoires. Hollywood en a fait des monstres. Mais la vérité est plus nuancée. Ce sont des charognards autant que des chasseurs. Ils réagissent au sang dans l'eau, oui, aux éclaboussures et aux signaux de détresse. Mais un animal sain et calme, ils le laisseront souvent tranquille. Céleste avait levé la main. Et leurs frénésies alimentaires, les histoires selon lesquelles ils dépouillent le bétail jusqu'aux os en quelques minutes, le professeur Chen avait souri. Ce sont des faits réels, mais rares, généralement déclenchés par une faim extrême et la présence d'une proie déjà blessée. Un seul humain en bonne santé se déplaçant calmement dans une eau habitée par des piranhas en sortirait probablement indemne. C'est la panique qui vous tue.
les débats qui signalent la vulnérabilité. Elle avait tout noté. Elle avait passé des semaines au laboratoire à étudier les schémas de comportement des piranhas, observant comment ils réagissaient à différents stimuli. Le sujet de sa thèse s'était pratiquement choisi tout seul. Schéma de réponse prédatrice chez Pygocentric Natereri. Distinguer le mythe du comportement mesurable. Elle était tellement excitée, tellement certaine que c'était le chemin que sa vie prendrait. Recherche, conservation, faire une différence. Puis sa mère avait appelé avec le diagnostic. Cancer de stade 4, 6 mois, peut-être moins. Pas d'assurance qui couvrirait les traitements qui auraient pu lui faire gagner plus de temps. Céleste s'était retirée de l'école 2 semaines plus tard. Elle avait pris 3 emplois, travaillant 18 heures par jour, regardant ses économies et sa bourse, et ses rêves se dissoudre comme du sel dans l'eau de mer. Elle avait tenu la main de sa mère à travers chaque traitement, chaque revers, chaque moment d'espoir qui se transformait en cendres. Sa mère était morte quand même, et Céleste s'était retrouvée sans rien d'autre que des dettes et le poids écrasant d'un avenir qui n'arriverait jamais. Le souvenir a affûté sa concentration, la ramenant au présent, à l'eau, aux dents qui se rapprochaient. Elle avait survécu à la perte de toute une foi. Elle avait survécu à ça. Les piranhas devenaient plus audacieux. L'un d'eux a rompu le cercle, s'élançant avant de se retirer, testant, curieux. Son immobilité les confondait, mais cela ne durerait pas éternellement. Finalement, la curiosité l'emporterait sur la prudence. Les poumons de Céleste commençaient à brûler. Elle avait besoin d'air. Elle devait bouger, mais refaire surface maintenant déclencherait leur réaction d'attaque. Les éclaboussures, le mouvement rapide vers la surface signaleraient un comportement de proie. Elle devait être intelligente, devait utiliser ce qu'elle savait. Ses yeux ont balayé la piscine, cherchant des options. Les parois de verre n'offraient aucune échappatoire, trop haute pour y grimper depuis l'eau. Le bord de la piscine était à au moins 1,20 m au-dessus de la ligne d'eau, conçue délibérément pour rendre les piranhas visibles aux invités. Mais là, le long de la paroi gauche, près du petit bain, elle l'a repéré. La grille de filtration, une ouverture carrée de 65 mètres, recouverte d'un tamis métallique, où le système de circulation de la piscine aspirait l'eau pour la filtration et la chloration. Elle avait vu la salle des machines lors de sa première semaine de travail ici. Isaac lui avait fait visiter le domaine, montrant ses jouets comme un enfant avec de nouveaux cadeaux. Cette piscine a un système de pointe, avait-il fanfaronné. Peut créer des courants, des vagues, même un effet de tourbillon si je veux. Cela a coûté 3 millions à installer, mais cela en vaut la peine pour les réactions que j'obtiens. Le panneau de contrôle se trouvait dans une pièce juste à côté du bord de la piscine. Des commandes électroniques, des arrêts d'urgence, des interrupteurs de direction de courant. Si elle pouvait atteindre cette grille, si elle pouvait se hisser au bord près de la salle des machines, si elle pouvait entrer et accéder à ses commandes, un plan commençait à se former dans son esprit. Désespéré et dangereux, mais possible. D'abord, elle avait besoin de respirer. Céleste a commencé à bouger lentement, délibérément. Pas d'éclaboussure, pas de coups de pied rapides. Elle a utilisé ses bras pour se propulser dans l'eau par de longs mouvements fluides, le genre qu'elle avait appris en natation de compétition. Efficace, contrôlé, minimisant les perturbations. Les piranhas l'ont suivi, mais n'ont pas attaqué. Ils sont restés dans leur cercle lâche, observant, attendant qu'elle panique. Elle a incliné vers la surface, se déplaçant toujours avec une lenteur agonisante. Sa vision commençait à se rétrécir au bord. Son corps criait à l'oxygène. Juste quelques mètres de plus. Juste un peu plus longtemps. Sa tête a cassé la surface. Elle a haleté, aspirant de l'air dans ses poumons brûlants, essayant de garder l'inspiration silencieuse et contrôlée, même si chaque cellule de son corps voulait haleter et s'étouffer et crier. Elle est vivante, a crié quelqu'un du bord de la piscine. Pas pour longtemps,
La voix d'Isaac, joyeuse et cruelle. Regardez ça. Quelque chose a éclaboussé l'eau près de sa tête. Puis un autre. Isaac lançait des glaçons du verre de quelqu'un, créant des perturbations dans l'eau, essayant d'agiter les piranhas. « Allez, poissons inutiles !» a-t-il crié. « Gagnez votre vie !» Céleste a replongé, les glaçons s'enfonçant après elle. Les piranhas se sont brièvement dispersés à cause des nouvelles perturbations, puis se sont regroupés. Ils devenaient plus agités maintenant, plus agressifs. L'un d'eux a plongé si près qu'elle a pu voir les dents individuelles dans sa bouche ouverte. Elle s'est enfoncée plus bas dans l'eau, se dirigeant vers la grille de filtration. Elle était peut-être à 6 mètres de là. Elle pouvait y arriver. Elle devait y arriver. Ses doigts ont effleuré le tamis métallique recouvrant la grille. Derrière, elle pouvait sentir la douce aspiration de l'eau étant aspirée dans le système de filtration. Pas assez fort pour la piéger, mais assez pour le remarquer. La grille était fixée par 4 vis au coin. Aucun moyen de la retirer sans outil. Mais si elle pouvait juste s'accrocher, l'utiliser comme point d'ancrage, peut-être qu'elle pourrait attendre que l'agression des piranhas s'estompe, les laissant perdre leur intérêt. Au-dessus d'elle, l'eau s'est agitée alors que d'autres objets frappaient la surface. Isaac lançait tout ce qu'il pouvait attraper, essayant de créer une frénésie alimentaire. Bouteilles de champagne, assiettes, la chaussure de quelqu'un. Les piranhas devenaient fous maintenant, s'élançant dans toutes les directions, mordant les objets qui tombaient. L'un est venu à quelques centimètres de la jambe de Céleste. Elle s'est pressée contre le mur, essayant de se faire la plus petite possible quand elle l'a senti. Une douleur aiguë et brûlante à l'avant-bras. Elle a baissé les yeux et a vu le piranha attaché à sa peau, ses dents enfoncées dans sa chair. Il s'est débattu une fois, 2 fois, puis a lâché prise, emportant un petit morceau d'elle. Le sang a fleuri dans l'eau comme une fleur cramoisie, se répandant, se dissipant, transportant son message à travers chaque molécule de la piscine. Proie, proie blessée, proie vulnérable. Les autres piranhas ont cessé de tourner, ont cessé de s'élancer au hasard. Ils se sont tous tournés comme s'ils étaient contrôlés par une seule pensée et ont fait face à Céleste. Leurs bouches se sont ouvertes. Les piranhas ont nagé vers elle en une vague argentée, mâchoires s'ouvrant, se fermant, s'ouvrant à nouveau. 30 jeux de dents convergeant vers le sang qui se répandait de son bras. Céleste avait peut-être 3 secondes avant qu'il ne l'atteigne. Sa main a volé à son pied, ses doigts tâtonnant les lacets de sa chaussure de travail noire. L'eau rendait tout glissant, maladroit. Ses poumons hurlaient à nouveau, son bras lançait là où le piranha l'avait mordu. 1 seconde, 2 secondes, la chaussure s'est libérée. Céleste a tordu son corps et a lancé la chaussure aussi fort qu'elle le pouvait vers l'extrémité de la piscine, vers le grand bain où les parois de verre étaient les plus épaisses. La chaussure a dégringolé dans l'eau, créant des turbulences, du mouvement, le genre exact de mouvement erratique qui déclenchait les instincts alimentaires des piranhas. L'effet a été immédiat. Le banc de piranhas a viré d'un seul coup, abandonnant leur approche vers Céleste et se précipitant après la chaussure. Ils l'ont frappée dans une frénésie, les dents brillantes, les corps se tordant les uns contre les autres alors qu'ils déchiraient le cuir et le tissu. Céleste n'a pas attendu pour regarder. Elle a donné un coup de pied puissant vers le petit bain, ignorant la douleur dans son bras, ignorant la brûlure dans ses poumons, ignorant tout sauf le besoin de bouger maintenant pendant que les piranhas étaient distraits. Ses coups étaient doux et puissants, la mémoire musculaire des années de natation, de compétition prenant le relais. 3 mètres, 4,5, 6. Le petit bain était proche maintenant, où la profondeur de l'eau tombait à 1,20 m, où le bord de la piscine était le plus bas, où elle pourrait peut-être se hisser. Derrière elle, les piranhas ont fini avec la chaussure et se sont retournés, cherchant la source du sang qui imprégnait encore l'eau. La tête de Céleste a brisé la surface.
Elle a haleté pour prendre de l'air, ses mains atteignant le bord de la piscine, ses doigts raclant le carrelage lisse. Si près, juste quelques centimètres de plus, et elle pourrait saisir la margelle, se hisser, s'éloigner des dents et de l'eau et de la mort qu'Isaac avait prévue pour elle. Ses doigts ont trouvé prise sur le bord, puis une ombre est tombée sur elle, bloquant les lumières. Isaac Warren se tenait au-dessus d'elle, son costume de lin blanc éclaboussé de champagne que quelqu'un avait renversé dans le chaos. Son visage était tordu de rage, tout semblant de civilité dépouillée. C'était le vrai Isaac, le monstre sous les vêtements coûteux et le sourire maîtrisé. Non, a-t-il dit simplement. Sa chaussure est tombée sur ses doigts. La douleur a été instantanée et aveuglante. Céleste a crié, des bulles ont jailli de sa bouche alors que sa prise échouait, et elle a glissé de nouveau dans l'eau. Au-dessus d'elle, Isaac a écrasé son talon plus fort, écrasant ses jointures contre le bord du carrelage. « Tu n'as pas le droit de survivre à ça », a-t-il sifflé, sa voix assez basse pour que seule elle puisse l'entendre au-dessus des cris des invités. « Tu penses que tu es intelligente? Tu penses que tu peux me voler, m'espionner, me ruiner, et puis simplement t'en aller? Non. Tu meurs ici ce soir devant tout le monde, et ça va ressembler à un tragique accident. » Il a levé le pied et a repoussé sa main, la faisant tomber en arrière dans l'eau. Céleste a de nouveau plongé, désorientée, sa main blessée, inutile, le sang coulant de ses jointures déchirées maintenant, en plus de son bras. Les piranhas tournaient plus près, attirés par le sang frais. Leur comportement prudent avait complètement disparu maintenant. Sur la terrasse de la piscine, les invités étaient dans le chaos. Quelqu'un a appelé la police, a hurlé la voix d'une femme. C'est un meurtre. Il est en train de la tuer. Filmez tout. Tout. Mais d'autres riaient, applaudissaient, le traitant comme un divertissement. Un homme avec une montre chère criait des encouragements à Isaac. Un groupe près du bar avait commencé à faire de nouveaux paris, et partout les téléphones enregistraient, capturant chaque moment de la lutte de Céleste pour sa survie. Une femme plus jeune que les autres, peut-être la trentaine, a sorti son téléphone et a commencé à composer. « J'appelle le 911 », a-t-elle annoncé, la voix tremblante. C'est allé trop loin. Deux des gardes de sécurité d'Isaac sont apparus instantanément à côté d'elle. L'un a arraché le téléphone de sa main, tandis que l'autre a souri poliment et a dit « Je crains que M. Warren ne veuille pas être dérangé pendant sa fête. Nous devrons vous demander de partir, mais il est en train de la tuer. C'est l'employé de M. Warren, sa propriété, sa piscine, ses affaires. » Le sourire du garde n'a jamais faibli. « Maintenant, vous pouvez partir tranquillement ou nous pouvons vous escorter. Votre choix. » La femme a regardé les autres invités, cherchant du soutien, quelqu'un d'autre qui se lèverait et dirait que c'était mal. Mais la plupart ont évité son regard. Ils avaient vu ce qui arrivait aux gens qui croisaient Isaac Warren. Leur fortune, leur réputation, leur carrière pouvaient disparaître d'un coup de fil de sa part. La femme est partie, jetant un dernier regard horrifié sur la piscine où Céleste luttait pour rester en vie. Isaac a saisi une bouteille de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait. Il l'a jetée dans la piscine, le verre se brisant en frappant l'eau, envoyant des éclats, des bulles et de nouvelles perturbations ondulées dans le bleu. « Allez !» a-t-il crié au piranha. « Pourquoi est-ce que je vous nourris? Tuez-la !» Il a attrapé d'autres objets, des assiettes, des verres, le sac à main de quelqu'un. Tout a été jeté dans la piscine, créant le chaos, agitant les poissons, faisant l'eau s'agiter de confusion et d'agression. Céleste a esquivé une assiette qui tombait, la céramique passant à quelques centimètres de sa tête. Un autre piranha a plongé, mordillant sa jambe. Elle l'a repoussé, mais deux autres ont pris sa place. Ils pullulaient maintenant. La frénésie qu'Isaac avait essayé de créer prenait enfin le dessus. Ah, elle devait sortir. Elle devait atteindre la salle des machines. Elle devait changer le courant, créer une distraction.
quelque chose, tout ce qui lui donnerait une chance. Mais Isaac se tenait au bord, bloquant son évasion, lançant des objets, riant comme si c'était la meilleure nuit de sa vie. Et à ce moment-là, en le regardant, Céleste s'est souvenue exactement pourquoi elle avait pris ce travail, pourquoi elle avait enduré 6 mois de sa cruauté, pourquoi elle avait tout risqué pour le démasquer. Cela avait commencé il y a 9 mois, quand elle avait vu le reportage sur le récif. Le récif sanctuaire, à 80 km de la côte, est un habitat marin protégé, abritant des tortues marines en voie de disparition, des formations coralliennes rares et des dizaines d'espèces de poissons introuvables ailleurs sur Terre. Le récif où Céleste avait fait ses recherches de premier cycle, où elle était tombée amoureuse de l'océan, où elle avait rêvé de passer sa carrière. Le récif qui mourait. Les responsables environnementaux sont perplexes, avait dit le présentateur. Des images de poissons morts et de coraux blanchis remplissant l'écran. Des produits chimiques toxiques ont été trouvés dans l'eau, mais la source reste inconnue. Les dégâts pourraient être irréversibles. Céleste avait regardé cet écran, les larmes coulant sur son visage, regardant tout ce qu'elle aimait être détruit. Elle avait passé des semaines à enquêter, à suivre les pistes documentaires, à relier des points que les fonctionnaires avaient soit manqués, soit été payés pour ignorer. Toutes les routes menaient à Warren Industries. La société de développement immobilier d'Isaac ne construisait pas seulement des hôtels et des condos de luxe. Elle exploitait également une usine de traitement chimique qui desservait ses projets de construction. Et cette usine déversait illégalement des déchets industriels depuis des années, économisant des millions en coûts d'élimination appropriés en libérant simplement des toxines dans l'océan la nuit. Les déchets voyageaient sur les courants océaniques directement vers le récif sanctuaire. Céleste avait recueilli les preuves publiques qu'elle pouvait, mais ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin de documents internes, d'emails, de registres d'élimination. Elle avait besoin de preuves qui tiendraient devant les tribunaux, qui ne pourraient pas être rejetées ou enterrées par les avocats d'Isaac. Alors, elle avait fait quelque chose de fou. Elle avait postulé pour un emploi de femme de ménage. L'ironie ne lui avait pas échappé. L'étudiante boursière qui avait étudié la biologie marine, qui avait écrit des articles sur le comportement des prédateurs et la conservation des écosystèmes, récurrent des toilettes et servant des boissons pour l'homme qui tuait l'océan qu'elle aimait. Mais ça avait marché. Elle avait eu accès à son bureau à domicile. Elle avait tout photographié. Les plannings de déversement montrant des déversements nocturnes, les registres de paiement aux inspecteurs corrompus, les emails discutant de la façon d'éviter les réglementations environnementales, les mémos internes calculant que les amendes légales étaient moins chères qu'une élimination appropriée. Elle avait tout envoyé à 3 organisations environnementales il y a 2 semaines, anonymement, avec des instructions pour coordonner leur diffusion publique pour un impact maximal. Mais Isaac l'avait découvert. Elle ne savait toujours pas comment, si elle avait manqué des caméras ou si quelqu'un avait parlé. Mais hier matin, il l'avait appelée dans son bureau avec ce sourire aigu et avait dit « Je sais ce que vous avez fait, Céleste, et vous allez le payer. » Elle avait pensé qu'il voulait dire la licencier, peut-être la faire arrêter pour de fausses accusations. Elle ne s'était pas attendue à cela. Un meurtre diffusé en direct pour le divertissement, déguisé en accident tragique lors d'une fête. Un piranha lui a mordu le mollet. Céleste a crié, le son émergeant en bulle, et a donné un coup de pied sauvage. Un autre l'a eu à l'épaule, puis un autre à son flanc. Ils étaient partout maintenant, la frénésie complètement déclenchée, leurs dents la trouvant encore et encore. De petites morsures, des attaques rapides, mais il y en avait tellement. La vision de Céleste commençait à se brouiller. Le sang troublait l'eau autour d'elle. Ses mouvements devenaient lents à cause de la perte de sang, de la privation d'oxygène, de l'épuisement. Elle allait mourir ici. Isaac allait gagner. Non. Le mot s'est formé dans son esprit avec une clarté parfaite. Elle n'avait pas survécu à la perte de tout, n'avait pas enduré 6 mois d'abus.
ne s'était pas battue aussi fort juste pour mourir dans la piscine trophée d'Isaac Warren. Elle a refait surface une dernière fois, haletant, ses yeux se fixant sur le visage d'Isaac. Il souriait, pensant qu'il avait gagné, pensant que sa mort était à quelques secondes. Céleste s'est précipitée vers le bord avec sa bonne main, ses doigts trouvant prise sur la margelle. Isaac a bougé pour la repousser à nouveau, s'approchant du bord, sa chaussure levée. Mais cette fois, Céleste était prête. Son autre main, blessée et saignante, à peine fonctionnelle, s'est levée et a attrapé sa cheville. Elle a tiré avec chaque once de force qui lui restait, a tiré avec toute la rage, le désespoir et le refus de mourir qui brûlaient dans sa poitrine. Les yeux d'Isaac se sont agrandis. Ses bras ont tournoyé, essayant de garder son équilibre. Sa bouche s'est ouverte de surprise. Puis il est tombé. L'éclaboussure a été énorme en voyant de l'eau déferler sur le bord de la piscine. Les invités ont crié. Les téléphones ont tout capturé. Et Isaac Warren, magnat de l'immobilier milliardaire, hôte de fêtes sadiques, meurtrier des océans comme des gens, est plongé dans sa propre piscine infestée de piranhas. Les bras d'Isaac s'agitaient frénétiquement alors qu'il chancelait sur le bord, la moitié de son corps déjà au-dessus de l'eau. Pendant un instant figé, il est resté là, suspendu entre le bord de la piscine et le piège mortel qu'il avait créé. Ses yeux ont rencontré ceux de Céleste, écarquillés par une compréhension soudaine, par une peur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Puis sa main s'est tendue et a agrippé la margelle de la piscine avec une force désespérée. Ses chaussures coûteuses ont gratté contre le corlage, trouvant prise. Il s'est tiré en arrière, loin du bord, s'effondrant sur la terrasse, son costume de lin blanc trempé et sa poitrine haletante. « Salope !» a-t-il haleté, fixant Céleste avec une haine pure. « Tu es morte. Tu es tellement morte. » Mais pendant qu'Isaac reprenait son souffle, pendant que les invités criaient et enregistraient et essayaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir, Céleste bougeait. Elle s'est hissée sur le côté opposé de la piscine, loin d'Isaac, utilisant les dernières réserves de ses forces. Ses bras tremblaient, ses jambes soutenaient à peine son poids, le sang coulait de son bras, de sa main, de sa jambe, de son épaule, laissant des traînées rouges sur le carrelage blanc, mais elle était sortie. Hors de l'eau, hors de portée des piranhas qui s'agitaient toujours en dessous, confus par toutes les perturbations, cherchant des proies. « Arrêtez-la » a crié Isaac, pointant Céleste alors qu'elle se relevait en titubant. « Sécurité, arrêtez-la maintenant » 2 gardes de sécurité en costume noir sont apparus de la foule d'invités, se dirigeant vers Céleste avec une efficacité professionnelle. C'étaient 2 hommes costauds, entraînés, confiants de pouvoir gérer une femme blessée. Ils ne savaient pas que Céleste avait fui des choses toute sa vie. La pauvreté, les collecteurs de dettes, le chagrin. Elle savait courir même quand son corps était brisé. Elle s'était lancée sur le bord de la piscine, ses pieds nus claquant sur le carrelage. Sa seule chaussure abandonnée quelque part dans l'eau agitée derrière elle. Les gardes ont suivi, leurs chaussures habillées polies cliquetant à sa poursuite. Attrapez-la. Isaac était debout maintenant, dégoulinant, ses cheveux soigneusement coiffés collés à son crâne. Ne la laissez pas quitter cette propriété. Mais Céleste ne courait pas vers la sortie. Elle courait parallèlement à la piscine vers la petite structure construite dans l'aménagement paysager près du petit bain. La salle des machines de la piscine, la même pièce qu'Isaac lui avait montrée lors de cette première visite, se vantant de son système de filtration et de courant à 3 millions de dollars. Sa main s'est refermée sur la poignée de porte. Verrouillée. Bien sûr, elle était verrouillée. Les gardes étaient à 6 mètres, 4,5 mètres. Céleste a claqué son épaule contre la porte. La douleur a explosé à travers son corps blessé, mais la porte était en bois massif, renforcé. Elle n'a pas bougé. 3 mètres. Elle a regardé désespérément autour d'elle, sa vision nageant, et a aperçu une roche décorative bordant l'une des plates-bandes du jardin. Elle l'a saisie.
On a évalué le poids et l'a brisé contre la poignée de porte. Une fois, deux fois, le métal s'est plié. Les gardes étaient presque sur elle. Troisième fois, la poignée s'est cassée, le mécanisme de verrouillage se brisant. Céleste s'est jetée à travers la porte juste au moment où le premier garde tendait la main vers elle. Elle l'a claqué derrière elle et a jeté tout son poids contre elle, ses pieds glissant sur le sol en béton, alors que les gardes frappaient de l'autre côté. Il devait y avoir quelque chose pour la bloquer. Ses yeux se sont ajustés à l'intérieur sombre, éclairé seulement par la lueur des panneaux de contrôle électronique et la lumière filtrant à travers une petite fenêtre, des étagères métalliques tapissées entre un mur, remplies de produits chimiques pour piscine, de produits de nettoyage, de pièces de rechange. Les gardes ont frappé la porte à nouveau, plus fort. Elle s'est ouverte de 15 centimètres avant que Céleste ne la repousse pour la refermer. Elle a saisi l'étagère la plus proche et a tiré. Elle est tombée en avant avec un fracas, répandant des bouteilles de chlore et de régulateurs de pH sur le sol. Elle l'a traînée devant la porte juste au moment où les gardes la frappaient à nouveau. L'étagère s'est coincée contre la porte, la maintenant fermée. Pas pour longtemps, mais peut-être assez longtemps. Céleste s'est tournée pour faire face au panneau de contrôle qui couvrait le mur du fond. Un écran électronique massif affichant la température de l'eau, les niveaux de pH, l'état de la filtration et surtout le système de contrôle des courants. Ouvrez cette porte. La voix du garde est venue à travers le bois. Ouvrez-la maintenant où nous sommes autorisés à utiliser la force. Céleste les a ignorés. Ses doigts ont volé sur l'écran tactile, naviguant à travers des menus qu'elle n'avait aperçus qu'une seule fois auparavant. Courant de piscine, commande de direction, débit. Dehors, elle pouvait entendre Isaac crier « Démolissez-la, peu importe comment. Entrez par l'extérieur. » Les gardes ont frappé la porte à nouveau. L'étagère s'est décalée d'1 pouce. Les doigts ensanglantés de Céleste ont laissé des traces sur l'écran alors qu'elle affichait les commandes du système de courant. Deux options principales sont apparues, vidange et inversion de flux. Vidange viderait la piscine via le système de filtration dans les réservoirs de recyclage d'eau du domaine. Fonction d'urgence en cas de contamination. Temps d'achèvement, 20 minutes. 20 minutes qu'elle n'avait pas. 20 minutes pendant lesquelles Isaac forcerait la porte. Ses gardes la traîneraient dehors et elle disparaîtrait comme toutes les autres personnes qui l'avaient défiée. Mais inversion de flux, elle l'a touché, affichant les spécifications. Le système de courant de la piscine pouvait créer des vagues artificielles pour l'entraînement à la natation. Il pouvait générer des courants de résistance pour l'exercice et à puissance maximale, il pouvait créer un effet de tourbillon suffisamment fort pour simuler des conditions de courant d'arrachement. Avertissement, lisez l'écran, le flux inversé maximal n'est pas recommandé en présence d'occupants dans la piscine. Risque de noyade ou de blessure. Le doigt de Céleste a plané au-dessus du bouton d'activation. La porte a tremblé à nouveau. L'étagère a raclé vers l'arrière d'un autre pouce. Les gardes faisaient des progrès. Et dehors, au-delà de la salle des machines, elle pouvait entendre Isaac rallier ses invités. Elle essaie de détruire ma propriété. Elle est en violation de propriété criminelle. Quand nous la sortirons, je veux que tout le monde témoigne qu'elle m'a attaqué, que tout cela n'était que légitime défense. Les invités ont murmuré leur accord. Bien sûr qu'ils le feraient. Ils raconteraient l'histoire qu'Isaac voudrait. Ils le faisaient toujours. Céleste a regardé l'écran, l'avertissement, le choix qui s'offrait à elle, et elle s'est souvenue de Sarah. Sarah Chen avait été sa colocataire à l'université avant que tout ne s'effondre. La meilleure amie de Céleste, la personne qui l'avait convaincue de poursuivre la biologie marine alors qu'elle avait trop peur de rêver si grand. Elles étaient allées à la plage ensemble pendant les vacances de printemps de leur 2e année. Juste elles les deux, célébrant la fin des examens de mi-session, nageant dans l'océan qu'elles aimaient toutes les deux. La marée l'avait attrapée à 9 mètres du rivage. Céleste était plus haut sur la plage. Et n'avait pas vu ce qui s'était passé.
Au moment où elle a réalisé que Sarah était en difficulté, son ami était déjà entraîné vers le large, se débattant, paniquant, luttant contre le courant de la mauvaise manière. Nage parallèlement au rivage, a crié Céleste, courant dans l'eau. Ne te batte pas contre ça. Nage parallèlement. Mais Sarah n'avait pas entendu, ou n'avait pas compris, ou avait été trop terrifiée pour penser. Elle avait continué à nager tout droit vers le rivage, s'épuisant, luttant contre le courant jusqu'à ce qu'elle coule et ne revienne pas. Les gardes-côtes avaient trouvé son corps 2 jours plus tard. Céleste avait passé l'année suivante à étudier les courants d'arrachement de manière obsessionnelle. Comment ils se formaient, comment ils se comportaient, comment y survivre. Elle avait écrit des articles sur les courants d'eau, sur la physique du mouvement de l'eau lorsqu'elle était forcée de couler dans des directions non naturelles. Elle s'était rendue experte dans la chose qui avait tué sa meilleure amie, comme si la connaissance pouvait d'une certaine manière compenser la perte. Elle avait appris que l'eau, lorsqu'elle était forcée d'inverser son flux naturel, devenait violente et imprévisible. Elle devenait une arme. La porte a tremblé à nouveau. Le bois s'est fissuré. Les gardes étaient presque passés. Céleste a appuyé sur le bouton d'activation. Puis elle a saisi la poignée de libération d'urgence de la fenêtre, celle installée pour la sécurité incendie, et l'a ouverte d'un coup. L'air frais s'est engouffré. Derrière elle, le panneau de commande a commencé à ronronner alors que le système s'engageait. Inversion de flux en cours d'initialisation a annoncé la voie électronique. Montée en puissance maximale. Temps estimé à pleine puissance. 30 secondes. Céleste a grimpé par la fenêtre, tombant dans le parterre de jardin à l'extérieur. Ses jambes ont failli céder lorsqu'elle a touché le sol, mais elle s'est forcée à rester debout, à bouger, à se rendre là où elle pouvait voir la piscine. L'eau commençait déjà à s'agiter. Isaac se tenait au bord, le dos à l'eau, dirigeant son équipe de sécurité. Oubliez la porte. Faites le tour. Prenez-la par l'extérieur. Il n'a pas remarqué le changement dans l'eau derrière lui. N'a pas senti le changement dans l'air alors que des milliers de gallons commençaient à se déplacer dans la mauvaise direction. Les piranhas l'ont remarqué. Ils tournaient en cercle confus, pris dans le courant montant, incapables de lutter contre le flux. Inversion de flux à 50% de capacité et annoncer la voie électronique depuis l'intérieur de la salle des machines, audible à travers la porte cassée. Attention, formation de tourbillon détectée. Isaac s'est alors retourné, sentant enfin que quelque chose n'allait pas. Il a regardé la piscine et son visage est devenu pâle. L'eau tournait maintenant, formant une dépression visible au centre, un vortex tirant tout vers lui. Les piranhas étaient pris dans le courant, leur corps argenté scintillant alors qu'ils tombaient impuissants à travers le maelstrom artificiel. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a crié Isaac, se retournant pour chercher Céleste. Elle se tenait de l'autre côté de la piscine, dégoulinant de sang et d'eau, son uniforme déchiré et son corps couvert de morsures. Mais elle était debout, vivante, intacte. « J'ai appris de l'océan, a-t-elle dit, sa voix portant sur l'eau agitée. Il est plus fort que vous, plus fort que votre argent, plus fort que votre cruauté. Arrêtez ça! » Isaac s'est précipité vers la salle des machines. Mais la porte était toujours bloquée par l'étagère, les gardes essayant de la repousser de l'intérieur. Inversion de flux à 75% de capacité a annoncé la voie électronique. Avertissement. Effet de tourbillon maximal imminent. L'eau était maintenant un cauchemar tourbillonnant. Des vagues déferlaient sur les bords, trempant le bord de la piscine. Plusieurs invités ont crié et reculé. D'autres n'ont continué à filmer. Des téléphones tenus en l'air capturant chaque instant. Isaac a atteint la porte de la salle des machines et a commencé à tirer les débris à main nue. « Arrêtez ça! Que quelqu'un arrête ça! » Mais les gardes ne pouvaient pas sortir, et Isaac ne pouvait pas entrer, et l'eau continuait de tourner plus vite. Inversion de flux à 100% de capacité. Formation de tourbillon terminée.
La piscine était une machine à laver. L'eau tourbillonnait avec une telle violence qu'elle semblait bouillir. Les piranhas étaient complètement impuissants maintenant, ballottés comme des jouets, incapables de nager, de chasser ou de faire quoi que ce soit d'autre que de tomber à travers le courant. Isaac a abandonné la porte de la salle des machines et a couru vers la maison principale, vers le disjoncteur qui pouvait éteindre tout le système de la piscine. Il n'y est jamais arrivé. Sa chaussure habillée a heurté une flaque d'eau qui avait éclaboussé le bord de la piscine. Son pied a glissé. Ses bras ont tournoyé à nouveau, exactement comme avant, sauf que cette fois, il n'y avait rien à saisir. Isaac Warren est tombé en arrière dans sa propre piscine à Piranhas, dans une eau tourbillonnante avec une force suffisante pour noyer un homme en quelques secondes, dans le piège mortel qu'il avait construit, dans la justice qu'il avait passé toute une vie à éviter. L'éclaboussure a été énorme. Les cris étaient plus forts. Et Celeste Moore, debout dans son uniforme déchiré, le sang coulant le long de ses bras, a regardé l'homme qui avait essayé de la tuer disparaître sous la surface violente de sa propre cruauté. Isaac a refait surface avec un halètement qui s'est transformé en cri. Le tourbillon l'avait emporté, le tirant dans une large spirale vers le centre de la piscine, là où le courant était le plus fort, là où l'eau bouillonnait comme si elle essayait d'engloutir le monde. Il a donné des coups de pied frénétiques, ses bras s'agitant, essayant de nager contre le courant. Mais le courant était trop puissant, trop implacable. Il le traînait autour du périmètre de la piscine comme un jouet pris dans un drain, le faisant tourner plus vite à chaque rotation. Tombant avec lui dans l'eau violente se trouvaient les piranhas. À l'aide! Le cri d'Isaac a traversé la fête, faisant taire la musique, les bavardages, tout. Que quelqu'un m'aide! Les invités qui riaient il y a quelques minutes se sont précipités au bord de la piscine, saisis d'une véritable horreur. Ce n'était plus un divertissement. C'était réel. C'était un homme qui se noyait devant eux dans sa propre piscine, à sa propre fête. « Sautel !» a crié quelqu'un. « Faites quelque chose !» Les gardes de sécurité sont apparus au bord, ne poursuivant plus Céleste, leur attention complètement focalisée sur leur employeur qui se débattait dans l'eau. L'un a saisi un matelas gonflable de piscine d'une chaise longue voisine et l'a jeté vers Isaac. Le matelas a frappé l'eau et a été immédiatement aspiré par le tourbillon, tourbillonnant au loin avant qu'Isaac ne puisse l'atteindre. Un autre garde a essayé de lancer une bouée de sauvetage. Elle a subi le même sort, prise dans le courant, inutile. « Le courant est trop fort », a crié l'un des gardes. « Nous ne pouvons rien lui donner. » Isaac était tiré plus profondément vers le centre maintenant. Sa tête plongeait, remontait, replongeait. Le costume de lin blanc, qui avait coûté des milliers de dollars, était collé à son corps, l'alourdissant. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en désordre sur son visage. Sa peau bronzée était pâle de terreur. La porte de la salle des machines a finalement cédé, les gardes ayant repoussé l'étagère tombée. Mais au lieu de Céleste, ils ont trouvé une pièce vide avec une fenêtre ouverte. « Elle est partie !» a crié l'un d'eux. « Qui s'en soucie ?» a hurlé quelqu'un du bord de la piscine. « Sauvez-le !» Mais Céleste n'était pas partie. Elle a émergé du coin du bâtiment des machines, marchant lentement vers le bord de la piscine. Son uniforme déchiré dégoulinait d'eau et de sang. Ses pieds nus laissaient des empreintes rouges sur le carrelage blanc. Son visage était un masque de calme qui était d'une certaine manière plus terrifiant que la rage n'aurait été. La foule s'est écartée pour elle. Personne n'a essayé de l'arrêter. Personne ne lui a même parlé. Ils ont juste regardé alors qu'elle s'approchait du bord de la piscine où Isaac se noyait. Isaac l'a vue à travers l'eau agitée, à travers sa panique, à travers tout. Il l'a vue debout là, en sécurité, au sec, vivante. Il a tendu la main vers elle, sa main brisant la surface juste un instant avant que le courant ne le tire à nouveau sous l'eau. Quand il a refait surface, il était plus près du centre, tourbillonnant plus vite, tel est. Sa voix était rauque, brisée. « Aidez-moi, s'il vous plaît. »
Elle se tenait au bord, le regardant tourner, silencieuse. « Je suis désolé, » a crié Isaac, de l'eau remplissant sa bouche, l'étouffant. « Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je réparerai. Je vous donnerai tout. » Les invités criaient maintenant aussi, contre elle, les uns contre les autres, contre l'univers pour les avoir mis dans cette situation impossible. Vous devez le sauver. Ne restez pas là. C'est un meurtre. Vous le tuez. Une femme en diamant a saisi le bras de Céleste. S'il vous plaît, vous devez arrêter ça. Quoi qu'il vous ait fait, ce n'est pas la solution. Vous irez en prison pour ça. Céleste a regardé la main de la femme sur son bras, puis son visage. Il m'a poussé dans cette piscine pour mourir. Vous avez tous regardé. Certains d'entre vous l'ont filmé. Certains d'entre vous ont ri. La femme a relâché son bras et a reculé, la honte traversant son visage. Isaac a de nouveau coulé. Cette fois, il est resté plus longtemps. 5 secondes. 10, 15. Quand il a refait surface, il haletait, s'étouffait, à peine capable de garder la tête hors de l'eau. Puis l'un des piranhas, tombant impuissant à travers le courant, a heurté la jambe d'Isaac. Ses dents ont trouvé la chair instinctivement. Automatiquement, il a mordu et s'est accroché jusqu'à ce que le courant l'emporte. Le cri d'Isaac était primal, animal, un son de pure agonie qui a fait que plusieurs invités se sont couverts les oreilles. Le sang a fleuri dans l'eau, se mêlant à l'écume blanche de la piscine agitée. Arrêtez ça. La voix d'Isaac était à peine reconnaissable maintenant, aiguë et ténue de terreur. « Céleste, s'il vous plaît, arrêtez ça. » Elle est restée là à le regarder, et son esprit s'est rempli de souvenirs qu'elle avait refoulés pendant 6 mois. Son premier jour de travail au domaine Warren. Isaac lui fait la visite, exhibant sa richesse et ses possessions, puis s'arrêtant devant elle et disant « Vous êtes noir. Évidemment, c'est très bien. Je suis très progressiste, mais certains de mes invités ne sont pas aussi éclairés que moi. Alors, essayez de rester discrète pendant les fêtes, d'accord? Vous comprenez? » Ce n'était pas une question. Le moment où il lui avait demandé en plaisantant si elle devait vérifier auprès de son agent de probation avant de travailler tard. Elle n'avait jamais été arrêtée avant la fausse accusation de violation de propriété. Le matin où il avait délibérément renversé du café et l'avait forcé à le nettoyer à 4 pattes pendant que ses associés regardaient et ricanaient. Les autres femmes de ménage qui avaient travaillé ici auparavant. La cousine de Sarah Chen, qui était partie après 2 mois et ne voulait pas dire pourquoi. La femme âgée qui avait démissionné brusquement et dont la famille avait déposé une déclaration de disparition qui n'avait abouti à rien. Le jeune homme qui avait essayé de signaler des violations de sécurité et avait été expulsé pour des accusations d'immigration que tout le monde savait fabriquer. Le schéma de cruauté qui remontait à des années, peut-être des décennies, des gens blessés, des gens réduits au silence, des gens disparus. Tout cela parce qu'Isaac Warren pouvait faire ce qu'il voulait à qui il voulait, et personne ne l'arrêterait. L'océan mourait à cause de son avidité. Le récif qu'elle aimait était empoisonné par ses déchets. Les espèces protégées devenaient éteintes ou en voie de disparition parce qu'une élimination appropriée coûtait trop cher et les marges bénéficiaires d'Isaac étaient plus importantes que la vie elle-même. Un autre piranha a trouvé Isaac dans l'eau, puis un autre. Ils ne le chassaient pas délibérément, mais ils étaient effrayés, désorientés, et quand leur corps heurtait le sien, l'instinct prenait le dessus. Mordez, relâchez, mordez à nouveau. Isaac criait continuellement, maintenant, un son qui ne semblait presque plus humain. Arrêtez ça. Pour l'amour de Dieu, arrêtez ça. Céleste a alors bougé, marchant le long du bord de la piscine vers l'endroit où le panneau de commande était visible à travers une fenêtre d'observation étanche installée sur la terrasse. Une station de secours d'urgence pour que le système puisse être surveillé et contrôlé sans entrer dans la salle des machines. Elle pouvait voir le bouton d'arrêt d'urgence rouge vif d'ici. Une seule pression et le courant s'arrêterait. L'eau se calmerait.
Isaac pourrait être retiré, soigné pour ses blessures et probablement survivre. Les invités ont vu où elle allait et un murmure de soulagement a traversé la foule. Elle allait le sauver. Bien sûr qu'elle le ferait. Elle était l'héroïne, la victime, la bonne personne dans cette histoire. La main de Céleste s'est posée sur le bouton. Isaac l'a vu aussi. L'espoir a éclaté sur son visage même si un autre piranha lui mordait l'épaule. Oui, oui, appuyez dessus, arrêtez ça. Je vais confesser, a-t-il crié, les mots sortant désespérément. Tous les déversements, les pots de vin, les paiements aux fonctionnaires, tout. Je vais rendre tous mes dossiers. Je témoignerai contre tous les impliqués. Arrêtez ça. Les invités ont halté. Les téléphones qui s'étaient baissés ont recommencé à enregistrer. La confession d'Isaac, prononcée dans la pure terreur, capturée sur des dizaines d'appareils. J'ai détruit le récif, a poursuivi Isaac, ne réalisant pas ou ne se souciant pas de ce qu'il disait. Je savais ce que les produits chimiques feraient. Je savais qu'il était protégé. Je m'en fichais. C'était moins cher. C'était toujours une question d'argent. Sa voix s'est brisée. J'ai blessé des gens. Je les ai fait disparaître. Je possède des juges, des policiers et des politiciens. Je peux vous donner tous leurs noms. Chaque fonctionnaire corrompu que j'ai jamais payé. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Le doigt de Céleste était maintenant sur le bouton. Une seule pression. C'était tout ce qu'il fallait. Elle a regardé Isaac, l'homme qui avait essayé de la tuer, qui avait tué l'océan, qui avait blessé d'innombrables personnes et n'avait jamais fait face aux conséquences. L'homme qui mendiait maintenant la pitié, lui qui n'en avait jamais montré à personne. L'homme dont la confession venait d'être enregistrée par 200 téléphones et serait téléchargée sur Internet en quelques minutes. Autour d'elle, les invités retenaient leur souffle. Certains priaient, certains pleuraient. Tous la regardaient, attendant de voir ce qu'elle ferait. Serait-elle le monstre qu'Isaac avait essayé de faire d'elle, ou serait-elle meilleure que lui? Le doigt de Céleste a appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence, et rien ne s'est passé. Elle a appuyé à nouveau. Toujours rien. L'écran de contrôle a vacillé, affichant un message d'erreur. Priorité active. Réinitialisation manuelle requise au panneau de commande principale. Le bouton ici n'était que pour la surveillance. Les commandes réelles étaient toujours à l'intérieur de la salle des machines où elle avait activé le système. Il n'y avait aucun moyen de l'arrêter d'ici. Isaac a vu la confusion sur son visage, l'a vu appuyer sur le bouton à plusieurs reprises et a compris. Non, 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 non. Allez à la salle des machines. Vous devez l'arrêter manuellement. Céleste a regardé la porte de la salle des machines à 15 mètres. A regardé Isaac être tiré inexorablement vers le centre du tourbillon. Et regardé son propre corps blessé, le sang qui coulait encore de ses blessures, l'épuisement qui faisait trembler ses mains. Elle pouvait atteindre la salle des machines. Elle le pouvait probablement, mais cela prendrait du temps, 30 secondes au moins, peut-être 1 minute. Isaac n'avait pas 1 minute. Elle l'a regardé, le choix qui s'offrait à elle, la ligne entre la justice et la vengeance, et elle a pris sa décision. Céleste a couru, ses jambes blessées la portaient sur le bord de la piscine, dépassant les invités stupéfaits, vers la porte de la salle des machines qui était encore ouverte. Chaque pas la faisait souffrir. Mais elle a traversé ça, a dépassé l'épuisement, a dépassé tout sauf le besoin d'atteindre ses commandes. 30 secondes. Elle avait 30 secondes, peut-être moins. Elle a franchi la porte de la salle des machines et a claqué sa main contre le panneau de commande principale. L'écran tactile affichait toujours l'état du tourbillon, les graphiques du débit d'eau montrant les violents motifs de courant. Son doigt ensanglanté a trouvé la commande d'arrêt d'urgence. Elle a appuyé dessus. Pendant un horrible instant, rien ne s'est passé. Puis le système a commencé à s'éteindre. Le ronronnement des pompes diminuait. La voix électronique annonçait « Arrêt d'urgence initié. Inversion de courant terminée. » Dehors, l'eau a commencé à se calmer. Le violent tourbillon a ralenti. La surface agitée est redevenue progressivement lisse.
Céleste s'est effondrée contre le mur. Ses jambes ont finalement cédé. Par la fenêtre, elle pouvait voir des gardes de sécurité se précipiter au bord de la piscine, tendant des perches et des cordes vers le corps flottant d'Isaac. Ils l'ont sorti sur la terrasse. Il ne bougeait pas. Pendant un instant, toute la fête a retenu son souffle. Puis Isaac a toussé, de l'eau jaillissant de sa bouche. Il s'est roulé sur le côté, haletant. Il était vivant. Les invités ont éclaté en un mélange de soulagement et d'aura continue. Isaac était couvert de morsures, son costume blanc déchiqueté et taché de rouge. Sa jambe avait une profonde entaille, là où un piranha s'était bien accroché. Son épaule saignait. Ses mains étaient déchirées, mais il respirait. Il était vivant. Des ambulanciers sont apparus comme de nulle part, traversant la foule avec une civière et du matériel médical. Quelqu'un avait dû appeler le 911 pendant le chaos. Derrière eux sont venus des policiers, leurs uniformes bleu foncé, leurs visages sévères alors qu'ils observaient la scène. Une piscine pleine de piranhas et de sang. Un milliardaire allongé, blessé sur la terrasse. 200 témoins avec des téléphones. Et une femme noire en uniforme déchiré, saignant de multiples blessures, debout dans l'embrasure de la salle des machines. L'un des officiers s'est approché de Céleste avec prudence. « Madame, je dois vous demander de vous éloigner des commandes et de venir avec moi. » Céleste a hoché la tête, trop épuisée pour parler. Elle a laissé l'officier la guider vers une chaise près de la roseraie, loin de la piscine, loin d'Isaac, loin du cauchemar qui venait de se dérouler. Les ambulanciers se sont occupés d'Isaac, le stabilisant, pansant ses blessures, le chargeant sur la civière. Alors qu'il le transportait devant Céleste, ses yeux ont croisé les siens. Ils étaient remplis de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en eux auparavant. La peur. Une peur pure, authentique. Pas des piranhas, pas de l'eau. La peur d'elle, de ce qu'elle avait fait, de ce qu'elle représentait. La réalisation qu'il n'était pas intouchable après tout. Plus de policiers sont arrivés, des détectives, des enquêteurs de scènes de crime. Ils ont commencé à prendre des déclarations, à photographier la piscine et à interroger les invités. La fête, qui était une célébration de la richesse et de l'excès 1 heure auparavant, était maintenant une scène de crime. Et à travers tout cela, les téléphones continuaient d'enregistrer, de télécharger, de partager. La première vidéo a été mise en ligne sur Twitter à 20h47, postée par un entrepreneur technologique qui se tenait près de la piscine quand Isaac a poussé Céleste. Vous ne croirez jamais ce qui vient de se passer à la fête d'Isaac Warren, lisait la légende, suivi de 3 emojis de visages choqués. La vidéo montrait tout. Isaac saisissant Céleste, son discours sur la connaissance de sa place, la poussée, Céleste frappant l'eau, les piranhas tourbillonnant, le rire d'Isaac, ses invités filmaient et pariaient. Elle a eu 10 000 vues en 5 minutes, 100 000 en 20 minutes, 1 million au moment où l'ambulance quittait le domaine Warren avec Isaac à l'intérieur. Quelqu'un d'autre a posté une vidéo plus longue, commençant par le vin renversé et montrant la cruauté croissante d'Isaac. Non. La façon dont il avait donné un coup de pied à la main de Céleste, les objets qu'il avait jetés dans la piscine, son absence totale de remords alors qu'il essayait de la tuer devant tout le monde. Une autre vidéo a capturé Céleste se tirant de l'eau, courant vers la salle des machines au moment où Isaac tombait dans sa propre piscine. Et surtout, quelqu'un avait capturé la confession d'Isaac. Son aveu hurlé concernant les déversements illégaux, les pots de vin, la corruption, les personnes qu'il avait blessées. Chaque mot était limpide, enregistré sur plusieurs appareils sous plusieurs angles. À 21h15, #PiranhaPoo était en tendance sur Twitter. À 21h30, c'était en tendance mondiale. Les vidéos se sont répandues sur toutes les plateformes. TikTok, Instagram, Facebook, Reddit, YouTube. Des millions de personnes regardant, partageant, commentant
exprimant leur horreur, leur rage et leur étrange satisfaction sauvage de voir un milliardaire faire face aux conséquences pour une fois. Les médias l'ont repris dans l'heure. D'abord les chaînes locales, interrompant leur programme habituel avec des nouvelles de dernière minute. Le milliardaire Isaac Warren, hospitalisé après un incident de piscine. Puis les chaînes nationales ont mis la main sur les vidéos, CNN, Fox News, MSNBC. Elles ont toutes diffusé la même histoire, mais sous des angles différents. La fête mortelle du milliardaire se transforme en lutte pour la survie. Isaac Warren, magnat de l'immobilier, tente de commettre un meurtre lors d'une fête. Vidéo choquante montrant l'élite riche regardant une femme noire poussée dans une piscine de piranhas. À minuit, l'histoire était internationale. BBC, Al Jazeera, les médias à travers l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud. Le monde entier regardait la lutte de Celeste Moore pour sa survie et la confession publique d'Isaac Warren. Au poste de police, Celeste était assise dans une salle d'interrogatoire, une couverture drapée sur ses épaules et des bandages couvrant ses blessures. Les ambulanciers l'avaient soigné sur place avant que la police ne lui demande de venir pour être interrogé. Pas en état d'arrestation, avait souligné le détective. Nous avons juste besoin de votre déclaration. La détective Lisa Ramos était assise en face de Céleste, un ordinateur portable ouvert devant elle, affichant l'une des vidéos de la fête. Elle l'avait déjà regardée 3 fois. Son expression s'assombrissant à chaque visionnage. Mademoiselle Moore, a-t-elle finalement dit, fermant l'ordinateur portable. Je dois vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé ce soir. Mais d'abord, je dois vous dire que vous avez le droit d'avoir un avocat présent pendant cet interrogatoire. En voulez-vous un? Suis-je accusé de quelque chose? La voix de Céleste était rauque d'avoir crié, d'avoir avalé de l'eau de piscine, d'épuisement. Non, a dit la détective Ramos fermement. D'après ces vidéos, il s'agit clairement de légitime défense. Isaac Warren vous a poussé dans une piscine pleine de piranhas avec l'intention de vous tuer. De nombreux témoins confirment qu'il vous a empêché de vous échapper et qu'il a activement essayé d'agiter les poissons pour qu'ils vous attaquent. Ce qui s'est passé après, c'est que vous avez défendu votre vie. Elle a fait une pause. Mais j'ai besoin de votre déclaration officielle. Je dois connaître votre version de l'histoire et je dois savoir ce que M. Warren a allégué pendant qu'il était dans la piscine. Les crimes environnementaux, la corruption, les potes de vin. Céleste prit une inspiration tremblante. J'ai des preuves, des documents, des emails, des registres d'élimination. Je les ai envoyés à 3 organisations environnementales il y a 2 semaines. J'attendais qu'elle coordonne une diffusion publique, mais elle a fait un geste vague vers la situation dans laquelle elle se trouvait. Je pense que la diffusion publique vient d'avoir lieu, a dit la détective Ramos sèchement. Ces organisations ont appelé le poste sans arrêt pendant la dernière heure. Elles sont prêtes à nous remettre tout ce que vous leur avez envoyé. Elles exigent une enquête complète sur Warren Industries. Elle s'est penchée en avant. Mademoiselle Moore, je suis détective depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup de riches s'en tirer avec beaucoup de choses terribles. Mais pas cette fois. Les vidéos de ce soir, combinées aux preuves que vous avez recueillies, combinées à la propre confession de Warren filmée, nous sommes en train de monter un dossier que ses avocats ne pourront pas faire disparaître. Céleste a senti des larmes monter dans ses yeux pour la première fois de la nuit. Il a essayé de me tuer. Il allait me laisser mourir et appeler ça un accident. Je sais, a dit la détective Ramos gentiment. Et 200 personnes l'ont regardé faire. Tout est en vidéo. Il n'y a aucun moyen de retourner ça. Aucun moyen de le cacher. Le monde entier a vu ce qu'il est. Par la fenêtre de la salle d'interrogatoire, Céleste pouvait voir d'autres détectives travailler, les téléphones sonner sans arrêt, des gens courir d'avant en arrière avec des dossiers et des ordinateurs portables. Le poste était dans le chaos, débordé par l'ampleur de ce qui s'était passé. La détective Ramos a passé les 2 heures suivantes à prendre la déclaration de Céleste. Chaque détail, depuis le moment où elle avait pris le poste au domaine Warren jusqu'au moment où Isaac était tombé dans la piscine. Céleste lui a tout raconté.
Les déversements illégaux, les preuves qu'elle avait recueillies, l'arrestation pour de fausses accusations, la menace d'Isaac la veille de la fête. Quand elles ont finalement terminé, il était minuit passé. La détective Ramos a fermé son carnet et a regardé Céleste avec quelque chose qui ressemblait peut-être à de l'admiration. « Vous êtes libre de partir, mademoiselle Moore. Nous aurons besoin de vous pour des entretiens de suivi, mais pour ce soir, vous avez terminé. Y a-t-il quelqu'un qui puisse venir vous chercher? » Famille, amis? Céleste a secoué la tête. « J'appellerai un taxi. Laissez-moi vous raccompagner chez vous, » a proposé la détective Ramos. C'est la moindre des choses. Alors qu'elle traversait le poste de police vers la sortie, Céleste a vu la télévision installée dans le hall. Elle était réglée sur une chaîne d'information 24h24 et son propre visage remplissait l'écran. Une photo que quelqu'un avait prise d'elle debout au bord de la piscine, trempée, couverte de sang, défiante. Le titre en dessous lisait « Qui est Céleste Moore, la femme qui a survécu au piège mortel d'Isaac Warren ?» La détective Ramos l'a remarqué en train de fixer l'écran. « Vous êtes célèbre maintenant. Les vidéos ont été vues plus de 50 millions de fois. Vous êtes le sujet de toutes les conversations. Elles sont sorties dans l'air nocturne. Des camions de presse étaient garés de l'autre côté de la rue, en face du poste de police. Des journalistes les ont remarqués et ont commencé à crier des questions, les caméras se balançant dans leur direction. « Madame Moore, comment vous sentez-vous après ce qui s'est passé ce soir? Allez-vous porter plainte contre Isaac Warren? Que voulez-vous dire aux gens qui regardent? » La détective Ramos a levé la main, protégeant Céleste alors qu'elle marchait vers sa voiture. Pas de commentaire. Madame Moore ne fera aucune déclaration pour le moment. Elles sont montées dans la voiture et sont parties du chaos. Céleste a posé sa tête contre la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'estomper. Quelque part dehors, Isaac Warren était dans un lit d'hôpital sous surveillance policière, son empire s'effondrant autour de lui. Quelque part dehors, des millions de personnes regardaient des vidéos de sa lutte pour sa survie, les partageant, en discutant, la transformant en un symbole de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle ressentait, c'était de la fatigue. « Mademoiselle Moore, » a dit la détective Ramos alors qu'elle s'arrêtait devant l'immeuble d'appartement de Céleste, modeste et petit comparé aux domaines dans lesquels elle avait travaillé. « Oui. » La détective s'est tournée pour la regarder, son expression sérieuse mais chaleureuse. « Vous êtes libre de partir. » Et madame, elle leur fait une pause. « Vous êtes une héroïne. Ce que vous avez fait ce soir en survivant à ça, en exposant les crimes de Warren, en vous levant quand personne d'autre ne le ferait, cela demande un courage que la plupart des gens n'ont pas. Vous devriez être fiers. » Céleste est sortie de la voiture et s'est tenue sur le trottoir, regardant la détective s'éloigner en voiture. Une héroïne. Le mot lui semblait étrange, mal ajusté. Elle ne se sentait pas comme une héroïne. Elle se sentait comme quelqu'un qui avait à peine survécu, qui avait été poussé à bout et n'avait eu d'autre choix que de riposter. Mais en levant les yeux vers la fenêtre de son appartement, vers la vie qu'elle s'était construite après avoir tout perdu, elle a pensé au récif qui pourrait être sauvé maintenant que les crimes d'Isaac étaient exposés, aux autres personnes qui pourraient être protégées maintenant que sa corruption était publique, au système qui maintenait des gens comme lui intouchables, qui se fissurait enfin un petit peu. Peut-être que c'était ça, les héros, pas des gens qui se sentaient courageux, mais des gens qui se battaient quand même quand ils étaient terrifiés, même quand les chances étaient impossibles, même quand le monde leur disait qu'ils n'avaient pas d'importance. Céleste est entrée en boitant, son corps endolori, son esprit épuisé. Mais pour la première fois en 6 mois, peut-être pour la première fois depuis des années, elle a ressenti quelque chose qu'elle avait presque oublié. L'espoir. 48 heures après la fête, le monde d'Isaac Warren s'effondrait. Les agents fédéraux sont arrivés au siège de Warren Industries à 6 heures du matin le lundi,
2 douzaines d'entre eux avec des badges et des cartons et des mandats de perquisition. Ils ont balayé le bâtiment comme une marée, saisissant ordinateurs, dossiers, disques durs, tout. Les employés arrivant au travail ont été renvoyés à la porte, invités à rentrer chez eux, que le bureau était fermé indéfiniment. Le mandat était basé sur la confession d'Isaac, celle qu'il avait hurlée en implorant pour sa vie, celle qui avait été enregistrée sur 47 téléphones différents et vue par plus de 100 millions de personnes dans le monde. Cause probable de croire que Warren Industries s'est livré à des déversements illégaux de matières dangereuses, à la corruption de fonctionnaires, à la fraude et au racket, indiquait le mandat. À midi, les enquêteurs fédéraux avaient trouvé tout ce que Céleste avait trouvé et plus encore. Des registres de déversement remontant à 15 ans. Des registres de paiement montrant des pots de vin à des inspecteurs, des politiciens, des fonctionnaires environnementaux, des emails discutant de la manière de falsifier des rapports de sécurité, des mémos internes calculant que les amendes légales étaient moins chères que l'élimination appropriée des déchets. Les preuves étaient accablantes, indéniables et complètement accablantes. Le conseil d'administration a tenu une réunion d'urgence à 14 heures. Isaac n'a pas été invité. Il était toujours à l'hôpital sous surveillance policière, se remettant de ses blessures. Mais son absence n'avait pas d'importance. Le vote a été unanime. Avec effet immédiat, Isaac Warren est démis de toutes ses fonctions au sein de Warren Industries et de ses filiales. Sa participation sera placée en fiducie en attendant l'issue des procédures pénales et civiles. Le communiqué de presse a été diffusé à 15 heures. À 15h30, l'action de Warren Industries avait chuté de 40%. À la clôture du marché, elle avait baissé de 62%, anéantissant des milliards de valeurs. Les principaux clients ont commencé à appeler pour annuler des contrats. Le développement de l'hôtel Riverside, un projet de 300 millions de dollars annulé. Les condos au bord de l'eau dans le quartier du port, annulés. Le complexe des Keys, annulé. Nous ne pouvons pas être associés à Warren Industries en ce moment. Les déclarations disaient toutes des variations sur le même thème. Nous sommes choqués et consternés par les allégations et nous nous engageons à mener nos affaires avec des partenaires éthiques. Traduction. Isaac Warren était toxique maintenant, un fardeau. Être lié à lui pouvait détruire leur propre marque, leurs propres entreprises. Alors, ils ont coupé les ponts, abandonné le navire et l'ont laissé se noyer, tout comme il avait essayé de le faire à Céleste. À 17 heures, un huissier est arrivé à l'hôpital. Isaac était assis dans son lit, regardant les informations sur l'effondrement de son empire lorsque les papiers lui ont été remis. Des papiers de divorce. Sa femme, Victoria, déposait une demande. Elle voulait la garde complète de leurs 2 enfants, âgés de 8 et 11 ans. Elle voulait la maison dans les Hamptons, l'appartement terrasse en ville, la moitié de tout ce qui n'était pas saisi par le gouvernement. En raison de différences irréconciliables et du comportement criminel du défendeur, indiquait le dépôt, Victoria avait publié une déclaration à la presse. « Je suis horrifié par les actions de mon mari. Je n'avais aucune connaissance de ses activités criminelles ou de sa tentative de meurtre sur Madame Moore. Ma priorité est maintenant de protéger mes enfants des conséquences des choix de leur père. » Isaac a froissé les papiers dans son poing, ses mains blessées rendant le geste douloureux. Tout le monde l'abandonnait. Tous ceux qui avaient ri de ses blagues, qui avaient assisté à ses fêtes, qui avaient bénéficié de sa richesse et de ses relations. Partis, tous, le cercle médiatique autour de Céleste était incessant. Des journalistes campaient devant son immeuble. Des fourgons de presse bordaient la rue. Tous les grands médias voulaient une interview, émission du matin, information du soir, chaîne câblée, podcast, documentariste. Son téléphone sonnait constamment avec des appels de producteurs, d'agents et de publicistes. Des contrats de livres étaient offerts, des droits de films, des conférences dans les universités, des conférences environnementales. Votre histoire inspire des millions de personnes, lui a dit un agent.
Vous êtes un symbole de résistance, de lutte contre le pouvoir corrompu. Les gens veulent vous entendre. Pendant 2 jours, Céleste les a tous ignorés. Elle est restée dans son appartement, se remettant de ses blessures, regardant les informations avec un mélange d'incrédulité et de satisfaction morne. Le monde voyait enfin Isaac Warren pour ce qu'il était vraiment. Le récif pourrait être sauvé. D'autres victimes se manifestaient, enhardies par son exemple, mais elle savait que son silence ne pouvait pas durer éternellement. L'histoire était trop grande, et si elle ne la racontait pas elle-même, d'autres la raconteraient pour elle et se tromperaient. Alors, le mardi soir, elle a accepté une interview. 60 Minutes, un public national, un journalisme sérieux, une chance de dire la vérité à ses propres conditions. Leslie Stahl était assise en face de Céleste dans une suite d'hôtels que le réseau avait loué pour l'interview. Céleste portait une simple robe bleue, ses bandages visibles sur ses bras, ses mains toujours enveloppées de gaz. Céleste Moore, et commençait Leslie. Il y a 2 nuits, vous avez survécu à quelque chose qui semble presque impossible. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? Céleste a pris une inspiration et a raconté son histoire. Non seulement la fête, mais tout ce qui la précédait. Sa bourse pour étudier la biologie marine, la perte de sa mère, l'abandon de ses études, la mort du récif à cause de la pollution d'Isaac. Je n'ai pas pris ce travail de femme de ménage parce que j'avais besoin d'argent, a expliqué Céleste. Enfin, j'avais besoin d'argent, mais ce n'est pas pourquoi je l'ai pris. Je l'ai pris parce que j'avais besoin d'accéder à ces dossiers. J'avais besoin de preuves de ce qu'il faisait à l'océan. Elle a montré à Leslie des copies des documents qu'elle avait recueillis, planning de déversement, analyse chimique montrant des toxines dans l'eau près des récifs protégés, email où Isaac et ses dirigeants discutaient de la manière d'éviter les réglementations environnementales. Le récif sanctuaire abritait des tortues marines en voie de disparition, des espèces de coraux rares, des poissons qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre, a dit Céleste, la voix émue. Isaac Warren les a tués, des milliers d'entre eux, peut-être des dizaines de milliers. Il a empoisonné tout un écosystème pour économiser de l'argent sur l'élimination appropriée des déchets. Leslie s'est penché en avant. Et quand il a découvert que vous aviez découvert ces crimes, il a essayé de vous tuer. Oui, devant 200 témoins. Il pensait pouvoir s'en tirer, a dit Céleste. Il s'était tiré d'affaire pour tout le reste. Pourquoi pas le meurtre? L'interview a été diffusée ce soir-là et a été regardée par 23 millions de personnes. Le lendemain matin, elle avait été visionnée en ligne 50 millions de fois supplémentaires. Les organisations environnementales que Céleste avait contactées ont commencé à publier leurs découvertes. Des rapports détaillés sur la contamination, des images satellites montrant le déclin du récif, des échantillons d'eau prouvant que les toxines provenaient de Warren Industries. C'est l'une des pires catastrophes environnementales de l'histoire de la région, a déclaré un biologiste marin à CNN. Les dégâts sont considérables. Certaines espèces pourraient ne jamais se rétablir et tout était évitable. Isaac Warren a choisi le profit plutôt que la planète. Le mercredi, des accusations criminelles ont été déposées, non seulement contre Isaac, mais contre 3 de ses dirigeants qui avaient été impliqués dans l'opération de déversement. Tentative de meurtre, crimes environnementaux en vertu du Clean Water Act, corruption, fraude, racket. L'acte d'accusation comptait 37 pages. S'il était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Isaac risquait jusqu'à 40 ans de prison. Les offres d'emploi ont afflué immédiatement après l'interview de 60 Minutes. The Ocean Conservancy voulait embaucher Céleste comme enquêteuse spéciale. La National Marine Sanctuary Foundation lui a offert un poste d'avocate et de porte-parole. 3 universités ont proposé des postes de recherche, des bourses, des opportunités de finalement terminer son diplôme et de poursuivre la carrière dont elle avait autrefois rêvé. Vous avez une plateforme maintenant, lui a dit un directeur de conservation. Une voix que des millions de personnes écouteront.
Nous pouvons utiliser cette voie pour apporter de vrais changements, pour protéger d'autres récifs, d'autres écosystèmes et pour tenir d'autres pollueurs responsables. Des éditeurs offraient des avances à 6 chiffres pour son livre. Des agences de conférenciers voulaient la réserver pour des événements d'entreprise, des conférences environnementales et des campus universitaires. Une équipe de tournage de documentaires voulait la suivre pendant 1 an, filmant son parcours de femme de ménage à militante. C'était accablant, surréaliste. Il y a 1 semaine, elle récurait des toilettes et servait des boissons. Maintenant, elle était qualifiée d'héroïne, d'inspiration, de voix pour les sans-voix. Isaac a été libéré de l'hôpital le mercredi après-midi, transféré en résidence surveillée en attendant son procès. Son moniteur de cheville a bipé alors qu'il franchissait la porte de son penthouse. La maison qu'il risquait de perdre au profit de sa femme, du gouvernement, des victimes qui intentent déjà des procès civils. L'endroit semblait vide malgré les meubles et les œuvres d'art coûteux. Victoria avait emmené les enfants chez sa mère. Le personnel avait démissionné. Il était seul, à l'exception de l'agent fédéral posté devant sa porte. Il a allumé la télévision et a regardé son monde s'effondrer en temps réel. L'action Warren Industries continue de chuter. Les enquêteurs fédéraux ont découvert des preuves d'une entreprise criminelle s'étendant sur des décennies. Les groupes environnementaux réclament la peine maximale. L'interview de Celeste Moore a déclenché une conversation nationale sur la responsabilité de l'élite riche. Son téléphone a sonné. Son avocat probablement, ou un autre membre du conseil d'administration démissionnaire, ou un autre client se retirant. Il a failli ne pas répondre, mais quelque chose l'a poussé à regarder l'écran. Numéro inconnu, il a décroché. « Bonjour Isaac », la voix de Céleste était calme et claire. Sa main s'est crispée sur le téléphone. « Comment avez-vous eu ce numéro? Est-ce important? » Elle a fait une pause. « J'ai vu les nouvelles, votre entreprise, votre femme, tout. » La gorge d'Isaac était serrée. « Vous avez eu ce que vous vouliez. Vous m'avez détruit. Appelez-vous pour vous vanter? » « Non, » a dit Céleste. « J'appelle parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne vous ai pas détruit, Isaac. Vous vous êtes détruit vous-même. Chaque choix que vous avez fait, chaque crime que vous avez commis, chaque personne que vous avez blessée, ce sont vos décisions. J'ai juste veillé à ce que le monde les découvre. »« Je vais en prison, » a dit Isaac, la voix brisée. « 40 ans, disent-ils. Je vais y mourir. Tant mieux. » Le mot était simple. Final. Dévastateur. Le récif est en train de mourir à cause de vous, a poursuivi Céleste. Des espèces disparaissent à cause de vous. Des gens ont souffert à cause de vous. Vous avez essayé de me tuer parce que je menaçais de révéler la vérité. Et maintenant, vous voulez de la sympathie. Maintenant, vous voulez que je vous plaigne. Isaac n'a rien dit. Que pouvait-il dire? J'ai survécu à votre piscine, Isaac. J'ai survécu à vos piranhas. J'ai survécu à vous. Et maintenant, je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que ce que vous avez fait à ce récif ne se reproduise plus jamais. À m'assurer que d'autres personnes comme vous subissent les conséquences. À m'assurer que votre nom devienne un avertissement au lieu d'une marque. Céleste, s'il vous plaît. Non, l'interrompit-elle. Vous avez eu votre chance de supplier. Vous avez eu votre chance quand vous étiez dans cette piscine, quand vous avez tout confessé, quand vous avez promis de réparer des choses. Mais nous savons tous les deux que ce n'était qu'un instinct de survie. Si je vous avais sauvé cette nuit-là et qu'il n'y avait pas eu de caméra, pas de témoins, vous m'auriez fait arrêter. Ou pire, Isaac ferma les yeux. Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Au revoir, Isaac, dit Céleste. J'espère que la prison vous apprendra quelque chose que vous auriez dû apprendre il y a longtemps, que les actions ont des conséquences, même pour des gens comme vous. Vous pensez que c'est fini? Les mots d'Isaac étaient légèrement empâtés, des analgésiques pour les morsures qui suppuraient encore sous les bandages. J'ai encore des amis, des juges. Un coup de fil et votre petite fondation disparaît. Votre visage sur tous les écrans,
J'en ferai une photo d'identité judiciaire. Silence. Puis 20 secondes. D'accord. De l'argent. Nommez votre prix. 10 millions. 20. Assez pour acheter votre propre récif. Plantez du corail à main nue. Vous partez. Je pars. Nous gagnons tous les deux. Un autre battement. 10 secondes. La voix d'Isaac se brisa. S'il vous plaît, je vous en supplie, je ne peux pas faire 15 ans. J'ai 50 ans. Je vais mourir là-dedans. Céleste, il ne s'agit pas de vengeance. Son ton ne s'est jamais élevé, n'a jamais faibli. Il s'agit de justice. Pour l'océan que vous avez empoisonné, pour chaque femme de ménage que vous avez humiliée, chaque rival que vous avez enterré, chaque communauté buvant vos rejets. Pour tous ceux qui ne pouvaient pas se défendre, la ligne était coupée. Isaac a fixé le téléphone, puis l'a jeté à travers la pièce. Il s'est brisé contre une sculpture autrefois évaluée à 300 000 $. Le moniteur de cheville a bipé plus vite, détectant une fréquence cardiaque élevée. Il s'est effondré sur le sol, le front contre le marbre froid, et y est resté jusqu'à ce que l'agent fédéral à l'extérieur frappe une fois, vérification de routine, et continue son chemin. Les procédures judiciaires ont commencé un lundi qui sentait la pluie et les flashs d'appareils photo. Les marches du tribunal fédéral étaient une épreuve. Les journalistes criaient des questions en 3 langues. Céleste les a traversées en costume bleu marine, ses cicatrices visibles à son col, son expression illisible. À l'intérieur, l'air était épais de flash et du bruissement des blocs-notes juridiques. Les procureurs ont présenté le dossier comme une dissection. 15 ans de déversements illégaux cartographiés sur des images satellites. Des traînées chimiques fluorescentes sur les courants océaniques projetés. Céleste a témoigné le 4e jour. Elle portait le même calme qu'elle avait utilisé dans la piscine. Toujours délibérée, mortelle dans sa précision. Les piranhas à ventre rouge ne se déchaînent pas sans provocation, a-t-elle dit, cliquant sur une diapositive de la piscine de Warren. Mouvement erratique, sans panique. Cela déclenche l'alimentation. Monsieur Warren a jeté des objets, a donné des coups de pied à ma main et a créé exactement ces conditions. La piscine était son arme, tout comme les conduites d'évacuation étaient son arme contre le récif. Le jury s'est penché en avant. Une femme, une enseignante d'une ville côtière où les poissons remontaient le ventre en l'air pendant des années, a essuyé des larmes. Des déclarations de victimes ont suivi. Un ancien jardinier qui avait été licencié pour avoir signalé des violations de sécurité, vivant maintenant dans le sous-sol de sa sœur. Un pêcheur dont les filets remontaient vides. Ses enfants anémiques à cause de l'eau contaminée. Un promoteur rival qui s'était réveillé pour trouver ses permis révoqués du jour au lendemain. Son entreprise éventrée par des audits anonymes dont tout le monde savait qu'ils remontaient à la liste de paye de Warren. La piscine aux piranhas est devenue un raccourci. Les experts l'ont appelé l'aquarium de la responsabilité du milliardaire. Des mèmes ont inondé les réseaux sociaux. Le visage d'Isaac photoshopé sur un poisson qui se débat, légendé, quand votre propre piège vous mord en retour. Le dernier jour, la juge, une femme dont le propre frère était mort d'un cancer lié aux rejets industriels, a prononcé la sentence sans fioriture. Isaac Warren, vous êtes par la présente condamné à 15 ans de prison fédérale pour tentative de meurtre, terrorisme environnemental, corruption et racket. Les actifs saisis financeront la restitution aux communautés touchées et la restauration complète du récif sanctuaire. Le tribunal est ajourné. Le marteau est tombé comme une charge de profondeur. Dehors, le ciel s'était éclairci. Céleste se tenait sur les marches du tribunal alors que les caméras tournaient. Elle ne leur a pas souri. Aujourd'hui n'est pas une victoire, a-t-elle dit. C'est le début. L'océan ne pardonne pas, mais il peut guérir si nous arrêtons l'hémorragie. Cette nuit-là, elle a déposé les statuts de l'Ocean Justice Initiative. Le capital initial provenait des comptes saisis de Warren, complété par un financement participatif qui a fait planter les serveurs 2 fois. La déclaration de mission tenait en une ligne.
Aucun écosystème n'est laissé pour compte. Aucune voie n'est trop petite pour avoir de l'importance. En quelques semaines, des partenariats universitaires ont suivi. Des bourses au nom de Sarah Chen, des stages pour les jeunes des zones polluées, un laboratoire mobile qui naviguait vers les côtes contaminées, testant l'eau, formant les habitants, intentant des poursuites avant que le poison ne se propage. 6 mois plus tard, Céleste était assise dans une salle de conférence qui sentait le sel et le vieux bois. La même université qui lui avait envoyé sa lettre de retrait des années auparavant portait maintenant son nom sur une plaque à l'extérieur du laboratoire marin. Elle portait un jean et un sweat à capuche Ocean Justice délavé, un carnet ouvert à une page vierge. Le professeur Chen, le cousin de Sarah, celui qui avait fait des conférences sur les mythes des piranhas, se tenait au pupitre. Madame Moore, votre proposition de thèse sur la modélisation de courants restauratifs dans les récifs endommagés. Le comité est prêt quand vous le serez. Céleste s'est levée. Ses cicatrices captaient la lumière du projecteur comme des affluents argentés. Elle a cliqué sur sa première diapositive, une image satellite du récif sanctuaire. De jeunes poussées de corail étaient visibles là où les équipes de nettoyage avaient enfin commencé leur travail. « Commençons », a-t-elle dit. La pièce s'est tue. Dehors, l'océan l'attendait, blessé, résilient, se souvenant de tout. 1 an après l'éclaboussure qui a brisé un empire, l'amphithéâtre universitaire était imprégné d'air salin et d'anticipation. Des bannières de remise de diplômes claquaient dans la brise de la baie, et chaque siège était occupé par quelqu'un qui connaissait le nom de Celeste Moore avant de connaître son visage. Des journalistes bordaient les dernières rangées, leurs objectifs braqués sur la scène où elle attendait en tenue de cérémonie noire, la capuche de maîtrise lourde sur ses épaules comme une armure gagnée. Lorsque son nom a retenti dans les haut-parleurs, la foule s'est levée d'un seul mouvement, non pas des applaudissements polis. Un tonnerre des étudiants and Church Ocean Justice, des pêcheurs dont les eaux étaient de nouveau propres, une ancienne femme de ménage de Warren serrant une lettre de bourse. Le professeur Chen a placé le diplôme dans les mains cicatrisées de Céleste et a murmuré « Sarah serait fière ». Les yeux de Céleste ont brillé, mais elle n'a pas pleuré. Elle avait versé ses larmes dans une piscine de dents. Sur le podium, elle a ajusté le microphone avec le même calme stable qu'elle avait utilisé pour déjouer des piranhas. « La survie n'est pas un moment unique », a-t-elle dit, sa voix portant jusqu'aux places les moins chères et au direct au-delà. C'est choisir chaque jour de continuer à nager quand le courant veut vous entraîner. C'est parler quand le silence est plus sûr. C'est refuser de laisser la cruauté de quelqu'un d'autre définir l'écosystème de votre vie. Les applaudissements ont roulé comme des vagues. Sa fondation avait maintenant des crocs. 3 sites de contamination majeurs, autrefois les décharges secrètes de Warren, étaient plafonnés, filtrés, renaissants. Des images satellites montraient des recrues de coraux là où la boue avait régné. Des herbiers marins se balançaient dans des courants nettoyés de trichloroéthylène. Les enfants locaux apprenaient à tester le pH avec des kits portant le logo Ocean Justice. Leurs données étaient téléchargées sur un tableau de bord public qu'aucune entreprise ne pouvait enterrer. Les discours de Céleste remplissaient des auditoriums de Lagos à Los Angeles. Elle parlait de prédation systémique, de la façon dont les déséquilibres de pouvoir créent des frénésies alimentaires dans les conseils d'administration et les législatures, de la façon dont les impuissants apprenaient à rester immobiles, à attendre, à frapper avec la connaissance au lieu des griffes. Les publics repartaient plus silencieux, plus en colère et prêts. Dans un pénitencier fédéral à 3 États de distance, Isaac Warren mesurait le temps et le bourdonnement fluorescent et le couinement des chaussures des gardes. Sa cellule mesurait 2,40 mètres sur 3 mètres, le lit de camp plus étroit que la margelle de la piscine contre laquelle il avait autrefois écrasé les doigts de Céleste. Les cicatrices sur son cou le démangeaient sous le col de sa combinaison. La nuit, il les traçait, se souvenant du rugissement du tourbillon,
Du moment où il avait compris qu'il n'était pas le sommet de quoi que ce soit, il a écrit la lettre sur du papier à une tête de la prison, la main tremblante. Céleste, je vois votre visage aux infos. Je vois les tortues dans ce qui était ma piscine. Je vois tout ce que j'ai perdu. J'avais tort. Je suis désolé. Si jamais, il n'a jamais fini. L'enveloppe est allée dans le courrier sortant, sans marque, sans réponse. Elle a rejoint une pile de lettres similaires dans un dossier de fondation étiqueté correspondance de responsabilisation. Ne pas engagé. Le domaine Warren avait changé de main 2 fois. D'abord lors d'une vente aux enchères fédérales, puis au Coastal Conservation Trust, les ailes du manoir étaient louées à des chercheurs. Le terrain accueillait des groupes scolaires prenant l'écologie des mers de marée. La piscine, vidée, fissurée, remplie de nouveau, abritait maintenant des tortues marines secourues dans un lagon d'eau de mer filtrée. Une plaque au bord lisait « En mémoire de ceux qui ont lutté pour refaire surface, donne de ceux qu'Isaac Warren est tenté de réduire au silence. » Céleste a visité un mardi, quand les touristes étaient partis. Elle a marché seule sur le carrelage, pieds nus, ressentant l'aspiration fantôme d'une grande grille scellée depuis longtemps. L'eau était incroyablement claire, la lumière du soleil tachetée sur les carapaces des tortues manquant de nageoires ou portant des cicatrices d'hélice. L'une a dérivé sous son ombre, ses yeux anciens rencontrant les siens sans peur. Elle s'est accroupie, traçant ses doigts sur la surface. Pas de piranha, pas de rire de champagne, juste le doux frottement du nez d'une tortue contre sa paume. Une bénédiction silencieuse. Son histoire avait ouvert une brèche. Des informations ont inondé les lignes directrices, des femmes de ménage avec des accords de non-divulgation, des stagiaires avec des allégations d'agression, des villes côtières avec des rapports de déversement enfouis. Les procureurs ont construit des dossiers comme Céleste cartographiait autrefois les courants. Un point de données à la fois, indéniable dans l'ensemble. 3 autres milliardaires ont été inculpés avant l'hiver. Les hashtags sont devenus des rôles d'audience. Le navire de recherche a refait surface coupant le verre de l'aube au large des Bahamas. Céleste s'est laissé tomber en arrière de la plateforme de plongée, ses palmes tranchant le silence. 20 mètres plus bas. Le récif était une cathédrale de couleurs, des bancs de poissons perroquets, des dômes de corail cerveau, un requin nourrice glissant comme un fantôme gris. Elle a ajusté sa flottabilité, neutre, en apesanteur, enregistrant des données sur une ardoise qui brillait d'un bleu doux. Le requin a tourné une fois, curieux, puis a disparu dans le bleu. Céleste l'a regardé partir et a senti l'ancienne peur vaciller, puis s'éteindre. Elle n'était plus une proie. Elle était le courant maintenant, emportant les sédiments, faisant de la place pour une nouvelle croissance. Parfois, les profondeurs dans lesquelles nous sommes jetés deviennent l'endroit où nous trouvons notre force. Parfois, la survie ne suffit pas. Nous devons nous lever, nous transformer et nous assurer que personne d'autre ne se noie dans le silence. Céleste n'a pas seulement survécu à la cruauté d'Isaac Warren. Elle l'a utilisé pour changer le monde. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin de ce voyage incroyable. Si cette histoire a touché votre cœur, attendez de voir ce qui va suivre. C'est encore plus puissant et inspirant que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, ne partez pas. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran en ce moment pour plonger dans une autre histoire incroyable qui vous épatera absolument. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas.